Bienvenue à notre événement Bistro Brain Santé et réadaptation. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Marie-Claudel. Je vais être votre animatrice ce soir, puis je suis aussi la co-coordonnatrice du comité à Montréal. Donc, avant de commencer les présentations pour de bon, pour les nouvelles personnes dans la salle, c'est quoi Bistro Brain? Donc, on est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour à Sherbrooke en 2017. Notre but dans la vie, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. On organise des événements de vulgarisation scientifique dans plusieurs villes au Québec. Donc, ce soir, on a 4 présentatrices dans la salle qui ont travaillé super fort là, pour monter des belles présentations. Pour cela, ils vont avoir 12 minutes pour vous parler de leur sujet. Puis, ça va être suivi de 5 minutes de questions. N'hésitez pas à lever la main là, quand vous avez des questions. On a quelqu'un qui va passer dans la salle avec un micro pour que vous puissiez vous adresser directement à elle. Il va aussi y avoir une petite pause de 10 minutes après la deuxième présentation. Puis, restez attentifs parce qu'on finit toujours avec un quiz et il y a des consommations gratuites à gagner à la fin. Là, maintenant, j'ai des petits remerciements à faire. Donc, merci d'abord au Pub Les Noirs de nous accueillir là, pour nos événements. Ce soir, on a William qui va être au service et Mathias qui va être en cuisine. Donc, merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci aussi à notre commanditaire, le Fonds de recherche du Québec. On peut aussi les applaudir. Et enfin, merci à nos précieux collaborateurs pour la soirée qui sont le CRIR et le CMDO. C'est un plaisir là, de travailler avec vous pour diffuser la science de manière accessible. Je vais maintenant laisser d'ailleurs la parole à Claudia Bojanowski pour qu'elle puisse nous parler un peu du CRIR. Donc, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui avec cette collaboration avec Bistro Brain. Nous sommes très heureux aussi d'être avec le réseau CMDO et nous sommes très fiers d'être ici pour encourager les 2 étudiantes du CRIR et URDPM là, qui sont ici pour présenter, donc José et Fatimata. Donc, donc, je vais laisser le temps à notre logo d'apparaître. Il n'y a aucun stress. On est dans un pub, hein? Il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, qu'est-ce que le CRIR? Donc, la réponse courte, c'est que c'est l'acronyme pour le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Donc, les recherches qui se font au CRIR visent en fait à mieux comprendre et à répondre aux besoins des personnes avec incapacité. Pardon, plus comme ça ici, hein? Oui, OK. Donc, les recherches qui se font au CRIR visent à mieux comprendre et à répondre aux besoins des personnes avec incapacité motrice, visuelle, auditive, cognitive et aussi les troubles de la communication et du langage. Donc, nos projets de recherche visent non seulement la personne elle-même, mais aussi son environnement physique et social, dans le but d'augmenter la qualité de vie des personnes, mais aussi les services de réadaptation. Donc, le CRIR est un centre de recherche qui se fonde sur un partenariat depuis déjà 25 ans. Donc, c'est le 25e anniversaire du CRIR cette année. Oui, ça vaut la peine d'applaudir. Donc, ce qui distingue le CRIR, c'est vraiment que c'est un centre de recherche multi-établissement qui est directement intégré dans les milieux cliniques. Donc, les chercheurs sont répartis dans plus de 50 laboratoires qui, eux, sont au sein de 4-6 CCIUS de la région de Montréal. Donc, au total, j'en profite aussi pour mentionner que les 2 étudiantes aujourd'hui sont affiliées avec l'URDPM, donc l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, tout ce nom très long. Donc, le CRIR comprend plus de 120 chercheurs, donc, qui sont principalement affiliés à 3 universités, donc l'Université de Montréal, McGill et UQAM. Les chercheurs sont issus de diverses disciplines, donc très variées, donc 22 disciplines, du biomédical au psychosocial en passant par l'architecture et l'ingénierie. Donc, on comprend aussi plus de 500 étudiants et 190 membres cliniciens. Donc, toutes ces personnes-là travaillent ensemble et travaillent aussi avec les milieux communautaires, les municipalités, le secteur privé, tout ça dans l'atteinte de notre mission commune. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le CRIR, alors, vous pouvez venir me voir à la fin de la présentation. On a nos petits flyers que vous pouvez voir sur les tables et à l'entrée ici. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous contacter.
Et on n'est pas venu tout seul aujourd'hui, donc on a nos collègues ici du Carrefour des Savoirs. Yes! Un applaudissement. Donc, c'est le deuxième flyer que vous allez voir sur vos tables, celui avec l'ampoule. Donc, le Carrefour des Savoirs, c'est une initiative qui est portée par 5 centres de recherche, dont le CRIR, et qui est financée par le Fonds de recherche du Québec, et qui vise à soutenir les étudiants à travers le développement de leur carrière. Donc, tu sais, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, mais eux, ils amènent aussi le savoir-devenir. Donc, si ça... Yes! Si ça pique votre curiosité, allez les voir, ils sont super sympathiques et allez scanner leur QR code aussi sur leur signet. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à Bistro Brain pour le concept formidable et l'organisation. On l'apprécie énormément. Et vous pouvez scanner votre QR code aussi. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Maintenant, j'accueillerai Anne Bonneau pour venir nous parler du CMDO. Merci. Ouais, je suis pas très préparée, mais j'ai l'honneur de représenter le CMDO ce soir. C'est le réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité. CMDO, c'est quand même beaucoup plus facile. Je suis aussi sur le comité des initiatives des étudiantes et un des gros objectifs de ce comité, c'est en fait de rapprocher la science de tous les chercheurs qui font partie du CMDO au grand public à travers des événements de vulgarisation de science comme avec Bistro Brain ou à travers notre balado Santé sans détour et prochainement une infolettre à tous les 2 mois. Mais c'est pas mal tout pour le CMDO. C'est la première fois qu'on fait une collaboration et on a vraiment hâte et on espère pouvoir collaborer encore dans le futur. Merci, Anne. Ce ne sera pas trop long. Tu peux rester pas trop loin parce que Anne, c'est notre première présentatrice. Donc, je vais te présenter. Je ne sais pas si... Oui, je vais juste te présenter pas longtemps, puis ensuite, je vais te laisser la place pour la présentation. Donc, Anne, elle a grandi au Colorado. Elle a obtenu son baccalauréat en physiologie, puis elle est venue à Montréal juste pour faire une maîtrise, puis elle n'est jamais repartie. Donc, sa présentation s'intitule « Le cycle menstruel et le diabète, une quête épique ». Donc, merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Anne Bonneau. Donc, bonjour tout le monde. Et oui, ce soir, on va parler de diabète de type 1 et le cycle menstruel. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans la salle, donc ça va être quand même pertinent pour vous. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de cycle menstruel, c'est peut-être un peu moins pertinent pour vous, mais attendez, j'ai formaté ma présentation pour que ça ressemble à un jeu vidéo, alors ça va peut-être vous parler un peu plus. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter notre protagoniste, Zara. Zara vit avec le diabète de type 1. Donc, c'est quoi le diabète de type 1 ? C'est une maladie où le système immunitaire va attaquer les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et l'insuline, c'est un peu comme une clé qui ouvre des portes de nos cellules pour laisser le glucose ou le sucre rentrer dedans. Donc, quand on n'a pas d'insuline, tout ce sucre, il s'accumule dans le sang. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. C'est aussi pour ça que les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ont besoin de prendre de l'insuline à chaque repas, à tous les jours, pour le reste de leur vie. Donc, dans notre jeu, Zara va devoir gérer son diabète tout en naviguant le cycle menstruel. Et à chaque phase, on va voir que les barres de santé de Zara vont changer. On va voir comment son énergie, ses niveaux de sucre dans le sang et sa sensibilité à l'insuline, comment ils sont affectés à chaque phase. Donc, les 2 premières, je pense, sont assez logiques, mais je vais expliquer la 3e barre vite fait. La sensibilité à l'insuline, c'est la capacité de notre corps à répondre à l'insuline. Donc, plus une personne est sensible à l'insuline, moins d'insuline elle a besoin pour maintenir ses niveaux de sucre dans le sang dans une plage optimale. Puis, c'est un peu comme si notre corps utilisait l'insuline plus efficacement. Donc, c'est parti. Alors, on commence au niveau 1, la 2e partie de la phase folliculaire. Et je dis bien la 2e partie, car la première partie est techniquement les règles, mais
même si en réalité on ne peut pas vraiment choisir quand notre semaine de catch-up commence, ça ne sert à rien de commencer avec le plus dur ce soir. Donc, les niveaux d'énergie de Zara sont assez élevés. Ses niveaux de sucre dans le sang et sa sensibilité à l'insuline sont optimales. Elle se sent bien, elle se sent forte. Elle va pouvoir tranquillement explorer le paysage, tout en se rapprochant vers les montagnes. Ouais, les animations sont un peu début 2000, mais restez avec moi. Donc, Zara est maintenant arrivée en bas du mont Estrogène et elle est maintenant au niveau 2, la phase d'ovulation. Donc, Zara va pouvoir monter le mont Estrogène assez rapidement grâce à une remontée. Donc, pendant ce temps qu'elle chill sur la remontée, on va parler vite fait de c'est quoi l'estrogène. Donc, l'estrogène, c'est une hormone qui est principalement produite par les ovaires et elle aide avec la maturation des ovules. Elle aide aussi avec plusieurs processus dans notre corps, dont la gestion du sucre. Et l'ovulation, c'est quand les ovaires libèrent un œuf et aussi quand les niveaux d'estrogène atteignent leur pic, tout comme notre Zara qui est en haut de la montagne maintenant. Et là, elle va pouvoir prendre une petite pause, mais elle a besoin de choisir entre 2 cabanes. Alors, je suis très curieuse, qu'est-ce que vous choisirez à sa place? Alors, si vous préférez la cabane de gauche, levez la main. OK, intéressant. Si vous préférez la cabane de droite, levez la main. OK, donc plus de gens ont choisi la cabane à droite, c'est très intéressant. La proportion en vraie vie serait inversée, je vous en parlerai plus tard. Donc, déjà, félicitations pour ceux qui ont choisi la cabane à gauche, car ça amène à un lieu paisible, rempli de repos et de nourriture. Les niveaux de sucre sont stables et la gestion des doses d'insuline reste assez facile. Donc maintenant, pour ceux qui ont choisi la cabane à droite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que c'est un lieu beaucoup moins agréable. Vous allez avoir des crampes, des migraines, les niveaux de sucre qui sont plus élevés et aussi qui fluctuent beaucoup entre trop bas et trop élevés. Et votre sensibilité à l'insuline, ça va baisser un petit peu. Mais la bonne nouvelle est que cette phase dure juste 3 jours. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais vous êtes capable, je crois en vous. Donc, en réalité, la majorité des femmes vont plutôt avoir l'expérience paisible de la cabane à gauche, mais il y a quand même un groupe de femmes qui vont avoir une phase d'ovulation très douloureuse. Donc là, Zara est rendue à la fin du niveau 2 et elle va pouvoir descendre très rapidement du mont Estrogène. Oui! Et elle arrive maintenant au niveau 3, la phase lutéale. Vous voyez qu'elle est devant une autre montagne, le mont Progestérone. Donc, le mont Progestérone est d'une taille similaire au mont Estrogène, mais il est plus arrondi. C'est parce que Zara va monter et descendre ce mont sur une période de 12 à 14 jours au lieu de juste 3 jours. Donc là, commençons avec la phase lutéale. Yikes! Il y avait 3 monstres cachés sur la montagne. Zara va pouvoir commencer le niveau 3 et affronter le premier monstre. Donc là, on arrive contre la résistance à l'insuline. Ce monstre va envoyer sa première attaque qui va baisser la sensibilité à l'insuline de Zara. Et il va envoyer tout de suite une deuxième attaque qui va monter les niveaux de sucre chez Zara. Elle va prendre une potion magique d'insuline, puis elle en prend juste une, car d'habitude, elle sait que c'est assez pour redescendre ses niveaux de sucre. Mais quel malheur! Ces niveaux de sucre ont à peine baissé. C'est parce que, à cause de la résistance à l'insuline, ces potions magiques sont moins efficaces que d'habitude. Donc, elle va devoir prendre plus d'insuline. Mais il faut qu'elle fasse attention, parce que si elle prend trop d'insuline, elle risque que ses niveaux de sucre tombent trop bas. Et puis là, elle sera à risque d'être encore plus faible et de tomber dans un coma même. Oups, trop tard! Les niveaux de sucre sont tombés un peu plus bas que prévu et elle est déjà dans l'orange. Mais elle a quand même réussi à vaincre la résistance à l'insuline et elle est maintenant face à face au deuxième monstre, les variations glycémiques. Le monstre lance son attaque, c'est de l'insuline encore et ça va baisser les niveaux de sucre de Zara encore plus pour que ça soit trop bas. Mais heureusement, Zara peut prendre une potion remplie de sucre qui va remonter ses niveaux de sucre. Mais là, le monstre envoie déjà sa prochaine attaque et c'est du sucre. Ça va juste empirer
ça va accumuler avec la potion de sucre que Zara a pris et ces niveaux vont maintenant être trop hauts. Ça va être au-dessus de la plage optimale. Donc Zara maintenant a besoin de reprendre de l'insuline pour baisser ses niveaux. Donc je pense que vous comprenez peut-être la petite gimmick. Zara va devoir jongler entre les potions de sucre et la potion magique d'insuline pour garder ses niveaux de sucre dans la plage optimale. Mais heureusement, elle a découvert un talent caché du jonglage et elle arrive à passer le monstre. Et maintenant, elle arrive face à face au troisième monstre, le stress. Le stress, c'est très puissant. Ça a la puissance des deux autres monstres combinés et avec l'accumulation de l'épuisement, la fatigue décisionnelle et le fardeau de la gestion du diabète. Zara veut juste que la phase lutéale soit terminée. Mais elle va essayer une attaque combo contre le stress. Alors, on va voir si ça va marcher. Alors, on commence avec du self-care. Après ça, suivi par du sommeil. Et enfin, du mouvement à faible impact ou faible effort. Et c'est un succès. Zara arrive enfin à la fin de la phase lutéale. Elle va pouvoir se reposer un petit peu physiquement et mentalement avant d'arriver au dernier niveau. Parce que, oui, on est arrivé au boss final, les règles. Donc Zara a un peu récupéré, mais attention, le boss final est là et il est déjà prêt d'envoyer son attaque signature, qui est une combinaison de deux attaques. Sa première attaque est une potion qui va booster la sensibilité à l'insuline de Zara. Et sa deuxième attaque est de l'insuline qui va faire que les niveaux de sucre de Zara vont chuter très rapidement. Donc, Zara, rapidement, elle va prendre sa potion magique avec du sucre et des fraises pour ramener ses niveaux de sucre à la plage optimale. Et là, le boss final est déjà prêt à envoyer son attaque encore une fois. Donc, la première partie, la potion, Zara n'arrive pas à l'éviter. Donc, sa sensibilité à l'insuline est encore plus boostée. Mais maintenant qu'elle connaît le combo du boss, elle va pouvoir contrer la deuxième partie avec sa potion magique de fraises. Puis, ça va ralentir la chute des niveaux de sucre. Succès! Les niveaux de sucre ont baissé, mais juste un petit peu. Donc, ce niveau est vraiment un test de défense et de timing. Zara va devoir garder ses niveaux de sucre dans la plage optimale jusqu'à ce que le temps s'écoule et que le Big Boss décide de s'enfuir. Et Zara est vraiment forte et le boss final n'en peut plus. Il décide de s'enfuir. Il s'enfuit tellement rapidement qu'il laisse tomber 2 potions magiques qui vont remplir les barres de santé de Zara. Puis, comme tout bon jeu, Zara peut maintenant ouvrir son trésor, son coffre trésor. Donc, on va pouvoir regarder c'est quoi les trésors ensemble. Le premier trésor est une technologie qui va aider Zara à mieux gérer ses doses d'insuline et ses niveaux de sucre. Elle aura un accès facile à ses niveaux de sucre et elle aura aussi des alertes quand ses niveaux tombent ou montent trop rapidement. Le deuxième trésor est une application ou un calendrier qui permettra à Zara de suivre son cycle menstruel de plus près. Elle va pouvoir planifier ses attaques avant qu'elle soit face à face aux monstres. Le troisième trésor est une bouillotte, bien sûr. Elle va pouvoir l'utiliser pour se réconforter pendant la phase lutéale et les règles quand les crampes sont très douloureuses. Et le dernier trésor, drumroll please, du chocolat. Qui dit règle dit chocolat, non? Bon, pour vrai, le jeu du cycle menstruel, ça prend beaucoup de gestion, beaucoup de stratégie et beaucoup d'écoute de son corps. C'est Zara, maintenant, avec ses nouveaux outils, elle va pouvoir refaire le jeu 450 à 500 fois dans sa vie, mais tout en s'améliorant à chaque fois. Donc, avant de terminer, je veux juste dire un gros merci à Bistro Brain pour tout leur aide et pour d'avoir organisé cette super belle soirée. Au CMDO, bien sûr, l'organisation que je représente aujourd'hui, mes superviseurs de thèse et tous les membres de mes labos. Et bravo, merci et bravo à vous d'avoir accompagné Zara pendant cette quête épique. Donc, ça va être maintenant le temps de la période de questions. Merci beaucoup, Anne, pour ta présentation.
Donc, vous pouvez lever la main et Cécile va se promener avec le micro. Allô, super belle présentation. Dans ta phase avec les 2 chalets, tu avais dit qu'il y avait une proportion de femmes qui tout va bien, d'autres où c'est vraiment les règles sont plus difficiles. Est-ce que tu sais c'est quoi la proportion? Je ne sais pas la proportion exacte, ça change, c'est très varié, mais en moyenne, je dirais 80 à 95% des femmes vont plutôt avoir la cabane à gauche, l'expérience où ils se sentent mieux pendant l'ovulation, et puis un 5 à 10% auraient des crampes. C'est quand même plus rare. OK, merci. Merci pour la présentation. Merci pour la présentation, elle était très bien. Je voulais savoir si le fait de vivre avec le diabète de type 1, etc., ça pouvait, ces personnes-là pouvaient être plus sujettes à avoir des variations dans la période des règles. Oui, à date, les études montrent que justement le diabète de type 1 a un effet sur les variations comparé à, mettons, la population générale. On va avoir plus de variations chez les personnes vivant avec le diabète de type 1. Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation. En fait, je me suis demandé les connaissances que tu développes dans ton projet autour du diabète et du cycle menstruel. Est-ce que c'est des notions qui sont nouvellement étudiées? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu de longue date? Et jusqu'à quel point les femmes sont sensibilisées à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tu apportes, toi, dans ton projet à ce niveau? Très bonne question. Effectivement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'études dans ce domaine, spécifiquement cycle menstruel et diabète de type 1. Il n'y a pas beaucoup de recherches. Je veux dire, il y avait quelques études dans les années 80. Après, il y a comme un gros gap. Et là, dans ces dernières années, ça a recommencé à venir. Il y a de plus en plus d'études sur le domaine, mais il n'y en a pas beaucoup qui regardent. Mettons, moi, dans mon projet de recherche, c'est sur 3 cycles menstruels et avec une grosse, plus de participantes comparé aux autres études. Donc c'est ça que ça apporte, mais c'est surtout que, en fait, il y a juste vraiment peu de littérature. Même pour la population générale, il n'y en a pas énormément, mais encore moins pour le diabète de type 1. Dans ton attaque de la montagne de progestérone, un moment contre un monstre, tu as parlé de l'activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi l'effet par rapport à l'insuline ou est-ce que c'est un effet bénéfique particulier? Je ne connaissais pas cet aspect-là. Ça pourrait avoir un effet bénéfique, mais c'était plus pour spécifiquement au stress que j'avais parlé de l'activité physique, mais ça pourrait plutôt être l'activité physique et je dirais la glycémie, le niveau de sucre. Ça, il y a plusieurs études sur l'effet bénéfique. Mais je pense qu'il y a aussi des études sur sensibilité à l'insuline. Je ne suis pas sûre. Je suis un peu moins une experte dans cette partie-là. Mais c'est quelque chose qu'on va inclure dans l'étude. L'activité physique, je ne suis pas rendue là. Merci. Merci pour la présentation. Déjà, celles et ceux qui ont des règles, dommage. Ceux qui ont le diabète en plus, malus. Et est-ce qu'il y a des études pour ceux qui ont un second malus, comme l'endométriose? Est-ce qu'il y a des effets qui ont été en plus ajoutés, ou avec le problème des règles abondantes, est-ce que ça sensibilise plus à ce genre les problèmes de diabète? Honnêtement, à date, j'ai pas vu d'études sur ça. Ce serait une très bonne piste de recherche, justement. Malheureusement, mon étude ne va pas regarder ça, parce qu'on n'inclut pas forcément les participantes qui ont comme une autre comorbidité, mais ce serait à regarder. Ce serait très intéressant. D'une centaine d'années, là, quand la recherche va s'intéresser un peu plus aux femmes. Okay. Merci beaucoup pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. Ma question, c'est est-ce que la contraception œstroprogestative peut améliorer en fait l'équilibre du glucose là, dans ces situations
au cours du cycle, mais en fait, il n'y a pas de cycle, mais sous contraception, mais est-ce que ça peut aider avec la variabilité? Peut-être. En théorie, je pense que ça pourrait aider, mais à date, la plupart des études ont resté, je pense, de niveau plus fondamental. En général, à date, les études, ils incluaient pas les participantes qui étaient sur contraception, donc on n'a pas vraiment de données sur ça. Donc, je pourrais pas dire 100%. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Et merci beaucoup, Anne. Donc, pour notre deuxième présentatrice, elle est étudiante à la maîtrise en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal, mais elle est aussi professeure de piano et de chant. Et elle est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en musique de l'Université de Montréal. Merci d'accueillir chaleureusement Josée Asselin. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je suis aussi très contente d'être avec vous. Ma présentation va être en 3 parties. Pour ma première partie, je vais vous raconter une histoire. Je vous raconte l'histoire de Josée, qui est dans la quarantaine, qui est musicienne, puis aussi professeure de piano. Il est arrivé quelque chose de spécial en 2018, quelque chose d'inattendu. Par un beau samedi soir, elle va se coucher, puis tout va bien. La journée a été belle, puis elle se couche sereine. Le lendemain matin, elle se réveille, puis encore une fois, tout semble aller bien, jusqu'au moment où qu'elle sort du lit et qu'elle se frôle au passage la jambe avec la main. Parce que là, elle ressent une drôle de sensation. Elle va décrire ça comme si c'était gelé. Parce que pour elle, c'est la même chose que quand on va chez le dentiste et qu'on se fait geler la bouche et qu'on touche ensuite. Donc, c'est la même sensation qu'elle a, mais au niveau de la jambe. Elle est capable de marcher, elle est capable de monter un escalier aussi, donc elle n'en fait pas trop de cas, elle continue sa journée comme si rien n'était. Mais dans les jours qui vont suivre, cette sensation-là va se propager un petit peu partout dans le corps, jusqu'à se rendre au niveau des bras et des mains. Puis comme vous savez, là, elle est musicienne, hein? Quand elle arrive pour jouer son piano, soudainement, c'est très difficile. Elle dit que c'est comme si elle levait 50 livres à chaque fois qu'elle essaye de bouger un doigt. Son bras est lent au piano. Elle joue aussi de la guitare, hein? Puis là, soudainement, elle n'est plus capable de jouer les 6 cordes sur une guitare parce qu'elle ne sent plus les cordes dans ses doigts. Et là, ça affecte son quotidien. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle aille consulter. Elle va voir un médecin. Elle passe des tests. Puis là, le diagnostic tombe. C'est la sclérose en plaques. C'est quoi la sclérose en plaques? Vous savez que le cerveau doit pouvoir communiquer avec nos muscles. C'est un peu à la manière d'un téléphone, hein? Le cerveau est l'émetteur, puis le muscle est le récepteur. Puis entre les deux, il y a un fil de communication. La sclérose en plaques, on pourrait dire que c'est quasiment comme si une petite souris allait gruger le fil de communication entre les deux. Il faut imaginer que là, le message se rend pas mal moins bien. C'est pour ça que les gens qui ont la sclérose en plaques peuvent avoir des problèmes de motricité, de coordination, puis de faiblesse. Anatomiquement, je vous montre ici un petit peu ce qui se passe. Notre fil de communication, qui était représenté par le fil de téléphone, c'est notre neurone, hein, notre cellule nerveuse qui permet de transmettre un message du cerveau au muscle. Puis notre cellule nerveuse, elle est protégée par une petite couche orange ici. Puis cette couche-là est très importante pour protéger le message. Qu'en sclérose en plaques, là, la petite couche orange, il y a des trous dedans. C'est vraiment comme si une souris le grugeait. C'est pour ça que le message se rend moins bien au muscle. Il faut savoir aussi que la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative, donc qui va s'aggraver dans le temps. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Au Canada, il y a plus de 90 000 personnes qui ont la sclérose en plaques. Puis c'est une maladie qui frappe les jeunes. Le diagnostic se fait surtout entre l'âge de 20 et 49 ans. Puis 3 personnes sur 4 sont des femmes. Josée cadre pas mal dans ces statistiques-là.
Puis Josée, comme on a vu, elle a surtout des troubles avec ses mains. Fait qu'au niveau des mains, bien, il y a 3 patients sur 4 qui ont des troubles à manipuler des petits objets. Puis ça, on a besoin dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour débarrer une porte, on a besoin de manipuler une clé, pour écrire, manipuler un crayon, manger, manipuler une fourchette. Fait que c'est une maladie qui peut affecter le quotidien des gens. Puis on dit d'ailleurs qu'environ un patient sur 2 est affecté dans ses activités quotidiennes. Fait que c'est une maladie quand même qui a un bon impact dans la vie, là. Puis, vous pouvez imaginer que Josée, quand elle reçoit le diagnostic, bien, ça lui donne un choc sur le coup. Mais une chance, c'est une fille qui est combative, fait qu'elle se retrousse vite les manches, puis elle décide que bien, son attitude face à la maladie, bien, ça va être ça. Fait qu'elle, il y a hors de question que la maladie l'empêche de jouer de la musique. La musique, c'est sa vie. Fait qu'elle, bien, elle va se forcer pour continuer à jouer. Même si c'est bien difficile, bien, tous les jours, elle va s'exercer sur ses instruments. Puis au fil du temps, là, on parle de semaines, de mois, bien, les sensations dans les mains, finalement, ça va diminuer. Fait que ça va lui permettre de retrouver une certaine mobilité. Puis là, bien, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez que Josée fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Oui, elle fait de la réadaptation, c'est vrai qu'elle en fait. Puis si je vous pose une question plus précise, en ce moment même, qu'est-ce qu'elle fait, Josée? Oui? Eh oui, elle est ici devant vous, en chair et en os, en train de faire une conférence. Fait que c'est mon histoire dont je vous ai parlé au début. Puis c'est cette histoire-là qui m'amène ici aujourd'hui. Parce que j'ai vécu, bien, ça m'a donné une idée. Moi, je suis convaincue que la musique m'a aidé à récupérer ma motricité. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être aider les autres qui ont sclérose en plaques pour les aider dans leur motricité. Fait que j'en arrive à ma deuxième partie de ma présentation pour vous parler de mon projet de recherche qui s'intitule « S'entraîner au piano pour mieux composer avec la sclérose en plaques ». Fait que je travaille à l'Université de Montréal avec 2 superbes directrices, Marika Domès, Joanne Higgins, qui ont tout de suite embarqué dans mon idée quand je leur ai proposé. Fait qu'on a décidé de développer un entraînement au piano pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Fait que pourquoi c'est une bonne idée de faire ça? Bien, je vais vous montrer ça. On sait déjà que quand on utilise la musique dans des interventions pour la réadaptation de la marche ou des mains, on sait déjà que ça fait des bienfaits chez les gens qui ont des troubles de motricité. Puis de plus, quand on compare la réadaptation conventionnelle, donc qui est sans musique, avec la réadaptation avec musique, bien, on observe des bénéfices supérieurs quand la musique est utilisée. Fait que pourquoi c'est efficace d'utiliser la musique en réadaptation? Bien, quand le mouvement rencontre la musique, bien, on pourrait dire que ça fait un beau petit couple. Ça fait un petit couple qui est très fonctionnel puis très durable. Puis je vous montre même ce qui se passe dans le cerveau. Fait qu'ici, à gauche, vous avez un cerveau pour la réadaptation conventionnelle. Fait qu'on a de l'activation avec les petits points lumineux. Mais à droite, c'est quand on ajoute la musique. Fait que là, c'est le party. Fait qu'on a beaucoup d'activation, puis notre petit couple audiomoteur, bien, il fait beaucoup d'étincelles dans le cerveau. Fait que toute cette activation-là qui se passe, bien, ça va aider le cerveau à trouver un autre chemin pour se rendre jusqu'au muscle. C'est pour ça que ça donne des bons bénéfices chez les gens qui ont des troubles de motricité. Fait que vous voyez que ça fait du sens de créer un entraînement de piano pour des gens qui ont la sclérose en plaques. Puis ça fait du sens parce que, bien là, on le sait, il y a des bienfaits quand on associe la musique à la motricité. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a très peu d'études qui utilisent un instrument de musique. Fait qu'on pourrait dire que notre projet, bien, il est nouveau, puis c'est prometteur aussi. Puis l'avantage qu'on va avoir d'utiliser un piano, c'est qu'on va pouvoir travailler les 2 mains. On peut le faire séparément, mais on peut faire aussi les 2 mains ensemble au piano. On a une stimulation qui est multisensorielle. On a le toucher, évidemment l'ouïe, puis la vue pour coordonner notre mouvement sur la note. Puis on a notre fameux petit couple audiomoteur, qui est très important. Et on a la rétroaction immédiate. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que si on fait un mouvement au piano, puis qu'on se trompe de note, mais notre oreille va nous le dire. Fait qu'on va pouvoir corriger notre mouvement rapidement.
Puis un autre très gros avantage, c'est que le piano, c'est facilement accessible. Quelqu'un pourrait en avoir un chez lui ou chez elle. Donc, la réadaptation peut se faire au domicile de la personne. Fait que c'est un très gros avantage, ça. Puis en quoi notre projet est unique? Bien, notre phrase clé, c'est « On bâtit ensemble ». Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on ne veut pas juste construire un entraînement au piano, puis ensuite aller le tester chez les gens. On veut, dès le départ, travailler avec tous ceux qui sont concernés par la réadaptation. Fait qu'on travaille avec une équipe de chercheurs en réadaptation. On travaille aussi avec des ergothérapeutes qui, elles, travaillent avec des gens qui ont la sclérose en plaques. Puis on travaille aussi avec des personnes qui ont la sclérose en plaques. Puis la façon dont ça fonctionne, je vous montre ça ici. Supposons que je crée un exercice au piano. Bien, ensuite, je vais le soumettre à tous ces groupes de partenaires-là que nous avons. Puis chacun de ces groupes-là va me donner une rétroaction sur l'exercice que je fais. Puis à partir de là, bien, je vais pouvoir modifier, peut-être retrancher des choses, en ajouter. Le but, c'est de construire un entraînement au piano qui va vraiment être taillé sur mesure pour les gens, pour s'adapter aux besoins de tous les intervenants du milieu de la réadaptation. Fait que je vous montre un petit peu le programme. Est-ce que ça va marcher? Ah! Fait que je montre des exercices d'indépendance des doigts, parce qu'on a besoin d'apprendre à dissocier nos doigts pour manipuler des petits objets. Fait que ça va nous aider à faire ça. Fait qu'on peut tenir des notes au piano, puis en jouer d'autres. On peut aussi travailler l'articulation des doigts. Fait que par exemple, ici, je peux travailler la vitesse d'attaque des doigts, qui, encore une fois, vont aider avec la manipulation des petits objets. Puis, évidemment, on travaille aussi des séquences de doigts. Par exemple, ici, 3 doigts à la fois. Fait que tout ça, c'est pour rendre les doigts plus indépendants, puis nous aider dans la manipulation des petits objets. Puis, notre bonus, ça va être de créer des pièces. Hein? Fait que tout ça va nous amener à faire des pièces de musique. Donc, nos usagers vont pouvoir apprendre à jouer de la musique aussi. Fait que ça va être très motivant pour eux. Puis, avec nos pièces, bien là, on peut travailler la coordination des mains. Fait que je vais embellir la pièce en ajoutant un petit peu de main gauche. Puis, je peux rendre la pièce plus difficile aussi en mettant, par exemple, 2 notes à la main gauche. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites avec le piano pour la réadaptation. Fait qu'en ce moment, on est en train de construire un programme de piano qu'on veut faire en 5 niveaux de progression. Puis ensuite, bien, on va tester l'entraînement avec des gens qui ont la sclérose en plaques. Et ensuite, on va essayer d'implanter notre programme de piano dans des centres de réadaptation. Fait que j'en arrive à la fin de ma présentation, puis j'aimerais ça finir avec un message d'espoir. Puis avec une petite musique de fond. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, OK. OK. Bon. Bien, c'était supposé de me voir jouer. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Tu sais. Ah, OK. Bon, parfait. Donc, la sclérose en plaques, bien, elle m'a apporté beaucoup de défis au début de la maladie. Puis j'ai pensé que ça serait vraiment un frein définitif à ma vie. Mais finalement, aujourd'hui, quand je regarde tout ce que j'ai accompli depuis le diagnostic, bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Fait que finalement, non seulement je suis encore capable de jouer du piano, mais j'enseigne encore. Puis jamais j'aurais pensé en 2018 que je serais ici aujourd'hui, parce que je suis en train de travailler sur un programme de réadaptation pour aider des gens avec la sclérose en plaques, pour les aider eux aussi à aller plus loin dans leur vie. Parce qu'au-delà du diagnostic, bien, il y a encore plein de possibilités. Fait que voilà. Bravo, Josée. On peut peut-être arrêter la petite musique. Puis ça va être le temps des questions. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super intéressant. En fait, je me demandais si... Bien là, j'ai pu comprendre que c'est un programme de réadaptation qui serait adapté à tous, autant débutants que des personnes qui jouent déjà un instrument. Exact, oui. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez déjà commencé le programme.
si oui, en fait, est-ce que vous avez observé que ce programme-là serait peut-être plus efficace chez des personnes qui ont déjà ce réflexe moteur-là, donc des personnes qui ont déjà... On n'a pas testé encore, on n'est pas rendu à la phase... On fait juste en ce moment, on est dans la phase de développement du programme. Fait que quand on va être rendu à la phase de testage, on va le voir un petit peu plus. OK. Est-ce que vous avez des hypothèses à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont avoir une réadaptation peut-être plus efficace? Bien, c'est moi, en tant que quelqu'un qui a la sclérose en plaques, puis d'après toutes les autres personnes que je connais qui ont la sclérose, moi, j'ai l'impression que ça va aider tous les types de sclérose en plaques, peu importe le niveau. Moi, je suis confiante là-dedans que ça va aider tout le monde. Là. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre projet. C'est vraiment fascinant. Merci. Moi-même, je suis musicien. Puis, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de musique en m'en venant ici. Je me demandais, par rapport au piano, la main gauche est vraiment différente de la main droite. Les basses, par rapport à la mélodie qu'on joue avec la main droite, est-ce que ça a un impact avec, par exemple, si une personne est droitière ou gauchère? C'est une bonne question, ça. Justement, les exercices de piano. Tu sais, en ce moment, j'avais travaillé des exercices où la mélodie est jouée à la main droite puis la gauche accompagne. Mais je vais faire des exercices aussi qui font le contraire, que la mélodie va être faite à la gauche puis qui va être accompagnée par la main droite pour justement que ça puisse travailler les deux mains de façon équitable puis s'adapter justement si la personne est droitière ou gauchère. Puis ça dépend aussi de quels sont les problèmes aussi dans les mains de la personne. Là. Ouais. Merci. 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 Salut, déjà bravo, super présentation. Merci. En fait, je me demandais par rapport au clinicien qui va donner l'intervention, est-ce qu'il est censé être formé un peu au piano ou ce n'est pas nécessaire? Ça, c'est toutes des questions justement qu'on a en ce moment. Puis oui, on va certainement créer un programme de formation pour les intervenants qui donneraient ce programme-là, effectivement. Mm-hmm. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour José? Merci pour la présentation. C'est fantastique. Moi qui a fait des cours de piano, je comprends vraiment le lien entre tout ce qui est moteur puis sensoriel. Ma question est les exercices que vous donnez ou vous prescrivez, est-ce que c'est des exercices que le patient va lire un solfège, le déchiffrer en même temps? C'est l'exercice là de lecture ou c'est des exercices qui sont basés sur la répétition et l'apprentissage? Ça, c'est un des gros enjeux qu'on a discuté beaucoup dans le développement de notre entraînement. C'est est-ce qu'on va demander aux gens de lire la musique alors que ces gens-là ont souvent des troubles cognitifs aussi. Donc, on est en train justement de trouver d'autres façons de pouvoir enseigner la musique sans qu'ils soient obligés de lire une partition. OK. C'est ça. Merci. Merci. Je vais poser une question. C'est une simple curiosité. C'est sûr que vous, c'est le piano, mais vous avez parlé au début du lien entre le mouvement et la musique. Est-ce que la danse, pour quelqu'un qui a la sclérose en plaques, mais que c'est les jambes qui sont atteintes, est-ce que ça peut avoir un bénéfice? Bien, il y a déjà eu des études qui ont été faites avec la danse. Puis oui, tout ce qui est accompagné de musique, ça a toujours donné des très bons bienfaits. Puis j'ai marqué quelques références, puis je pense qu'ils sont là-dedans, la danse avec la sclérose en plaques. Merci. Merci beaucoup, José. Oh. Merci. Une super présentation. Donc, on en est déjà à la moitié de notre événement. Donc, on a 2 présentations de fait. On va prendre une petite pause. Il est actuellement 6h58. Donc, on va revenir à 7h08 pour nos 2 prochaines présentations. C'est le temps de vous dégourdir les jambes, d'aller vous commander un verre ou de la bouffe. On se revoit tantôt. J'espère que vous avez bien profité de la pause.
Donc, notre troisième présentatrice s'appelle Fatimata Ouedraogo. Elle est doctorante en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Elle est aussi kinésithérapeute de formation et a complété une maîtrise en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse à l'intégration des technologies numériques pour optimiser la réadaptation après un AVC. Elle nous présente Innover pour mieux réadapter après un AVC. Donc, faites beaucoup de bruit pour l'accueillir. Bonjour, je suis trop contente de vous voir ce soir. Alors, j'ai une première question pour vous. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui sait faire du vélo? Oh, c'est super intéressant. À peu près tout le monde. Maintenant, imaginez que du jour au lendemain, vous devriez tout réapprendre. À pédaler, à garder votre équilibre ou tout simplement tenir le guidon de votre vélo. Ça peut être frustrant, mais c'est exactement ce que vivent les survivants d'un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Tout mouvement devient une montagne à gravir. Alors, moi, je m'appelle Fatimata Ouedraogo. Je suis une étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Et je suis encadrée par deux brillantes chercheuses du CRI, professeur Dalia Curie et professeur Marika Demers, qui sont ici présentes ce soir. Et ce soir, je suis là pour vous présenter comment nous voulons utiliser la technologie pour rendre la réadaptation après un AVC personnalisable, motivante et surtout accessible à tous. Et selon vous, c'est quoi un AVC? Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer tout simplement. Imaginez que vous pédalez votre vélo sur la piste cyclable. Et tout à coup, il y a un énorme embouteillage. Un gros arbre est tombé en travers de votre chemin et a bloqué complètement la circulation. Vous ne pouvez plus traverser pour aller de l'autre côté de la voie. Ça ressemble à ça, un AVC ischémique. Une artère est bloquée, privant l'autre partie du cerveau d'oxygène, ce qui va entraîner des dommages. Ou bien, voilà, vous pédalez votre vélo et tout à coup, la route s'effondre sous les roues de votre vélo, suite à un affaissement du sol. Ça ressemble à un AVC hémorragique, une artère qui s'éclate, et voilà, et le sang va s'échapper, aller comprimer et endommager une partie du cerveau. Ou bien, vous pédalez votre vélo et vous avez senti des blocages au niveau des roues, mais ça y était temporaire, vous avez continué à pédaler. Mais attention, le plus souvent, c'est une alerte pour un blocage ou un effondrement plus grave. Est-ce que vous savez que toutes les 5 minutes, un Canadien est admis à l'hôpital pour un AVC? Eh oui, toutes les 5 minutes. Peut-être que vous vous disiez que c'est énorme, mais oui, c'est ça. C'est ce qui fait de l'AVC l'une des principales causes de décès et la principale source d'incapacité chez l'adulte. C'est la principale source d'incapacité parce que les conséquences de l'AVC sont souvent dévastatrices, multiples et varient d'une personne à une autre. Selon l'endroit et l'intensité du blocage ou de l'effondrement, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à bouger le bras ou la jambe. D'autres personnes vont avoir des difficultés à parler, à gérer leurs émotions, à se souvenir de certaines choses. Vraiment, c'est varié. Et chaque personne qui a fait un AVC est unique. Personne ne ressemble à l'autre parce que les défis, les conséquences varient énormément d'une personne à une autre. Heureusement que notre cerveau possède une capacité remarquable de s'adapter et de se réorganiser pour récupérer après un AVC. Et cette capacité est connue sous le nom de plasticité cérébrale. C'est quoi une plasticité cérébrale? Imaginez que notre cerveau est comme une grande ville avec plein de routes. Et lorsqu'une route est bloquée ou effondrée, notre cerveau aura tendance à construire de nouvelles routes en essayant de renforcer ces différentes connexions. C'est comme si notre cerveau tente de dévier le blocage. Et la main que vous voyez indique que pendant que notre cerveau tente de se reconstruire, lorsque vous faites des mouvements et que vous le répétez plusieurs fois, vous aidez votre cerveau à rendre les routes plus larges et plus rapides. C'est pourquoi la réadaptation est très importante après un AVC. C'est une étape incontournable pour vous aider à réapprendre à bouger, à réapprendre à garder votre équilibre, à réapprendre à marcher et pourquoi pas réapprendre à pédaler votre vélo. Mais vous savez, construire de nouvelles routes, les rendre plus larges, plus rapides, ça ne se fait pas n'importe comment.
C'est pour dire que pour que la réadaptation soit efficace et que le cerveau puisse recréer des connexions solides, il y a des principes à respecter. Par exemple, la quantité du mouvement est très importante. Vous savez, c'est en répétant plusieurs fois qu'on acquiert de l'expérience. Lorsque vous apprenez, vous entraînez à pédaler votre vélo, plus vous répétez plusieurs fois, plus le mouvement devient fluide et rapide. Mais aussi, la difficulté, pouvoir varier progressivement le niveau de difficulté. Lorsque vous commencez à vous entraîner et que vous partez affronter des côtes plus raides, c'est sûr que vous allez abandonner. Mais si vous commencez sur un terrain plat et ensuite, progressivement, vous partez affronter les côtes, vous allez pouvoir avancer de manière progressive. Ou bien aussi pouvoir varier votre manière de vous entraîner. Alors, imaginez que vous faites votre entraînement et que vous empruntez toujours le même chemin. Et oui, vous allez être meilleur sur ce chemin, mais vous allez galérer ailleurs. Il est vraiment très important d'aller explorer différents itinéraires pour vraiment vous améliorer. Également, avoir des instructions claires. C'est comme un GPS bien programmé. Plus vous savez où vous allez et comment vous y rendre, vous n'allez pas vous perdre. Si ce soir, vous ne savez pas où se trouvait Puy-L'Île Noire, il se peut que vous vous perdiez. Nous avons beaucoup utilisé nos GPS pour arriver ici. Et aussi, suivre un parcours personnalisé, parce que tout le monde ne pédale pas à la même vitesse. Et comme je disais tantôt, chaque personne ayant subi un AVC est unique. On a des besoins uniques. Et donc, on doit pouvoir personnaliser la réadaptation pour adapter aux besoins de chaque personne. Également, recevoir des rétroactions en temps réel. Savoir si je pédale bien mon vélo ou bien je dois ajuster ma vitesse est très important pour m'améliorer. Et ce n'est pas tout. Avoir du plaisir. La réadaptation, c'est un long processus. Et si on manque de plaisir, on risque d'abandonner en cours de chemin. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont aller aider notre cerveau à construire ces nouvelles routes, à les rendre plus larges et plus rapides. Mais le problème avec la réadaptation conventionnelle, c'est qu'elle peut finir par être peu engageante. Prenons un exemple. Combien d'entre nous avons décidé de nous mettre ou de nous remettre au sport? On est super motivé au début, avec un super bon programme, souvent avec un playlist survitaminé. Et quelques semaines après, qu'est-ce qui se passe? Oui. Quelques semaines après, la salle de sport devient un lointain souvenir. Pourquoi? Parce que sans plaisir et motivation, c'est vraiment difficile de tenir longtemps. C'est pareil pour la réadaptation. Reprendre la même chose, répéter la même chose tous les jours, peut finir par être monotone et peu engageante. Aussi, la réadaptation conventionnelle est difficilement personnalisable. Et je le répète, chaque personne ayant subi un AVC est unique. Et donc, la réadaptation doit pouvoir être adaptée aux besoins, aux objectifs et aux préférences de chaque personne. Et l'ensemble de ces éléments peut donc conduire à l'abandon de la réadaptation. Et si on abandonne, on ne va pas aider notre cerveau à construire les nouvelles routes, à les rendre plus larges et plus rapides. Et ça encore, c'est pour ceux qui ont accès à la réadaptation. Parce que toutes les personnes qui ont fait un AVC n'ont pas forcément accès à la réadaptation. Ce qui fait que leur cerveau ne peut donc pas construire de nouvelles routes, ni les rendre plus larges et plus rapides. C'est pourquoi nous nous posons cette question. Et si on réinventait donc la réadaptation à l'aide de technologies numériques innovantes? C'est quoi nos technologies? Nos technologies incluent des jeux sérieux. Ce sont des jeux qui ont été spécifiquement faits pour la réadaptation. Elles incluent également des montres connectées et l'intelligence artificielle. Je vous explique en détail. Nos jeux sont importants parce que grâce à ces jeux sérieux, vous avez l'occasion de répéter autant de fois que vous voulez. Et comme je disais tantôt, la quantité de mouvement est très importante. Vous pouvez le faire en clinique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de le faire même à domicile. Aussi, on a la possibilité d'aller varier le niveau de difficulté. Pas besoin d'aller commencer par un niveau de difficulté plus élevé qui va vous amener à abandonner la réadaptation. On commence avec un niveau de difficulté faible et on avance progressivement vers un niveau de difficulté élevé pour vous permettre de vous améliorer de manière progressive. Également, nous avons une variété de jeux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez donc une diversité, vous avez donc le choix d'aller explorer beaucoup d'itinéraires pour vraiment vous améliorer. Également, le jeu vous permet d'avoir des rétroactions claires. Ça vous dit, va à gauche, va à droite, penche-toi, des instructions
qui vous permettent de ne pas vous perdre lorsque vous êtes en train de jouer, même si vous le faites à la maison, toute seule. Mais aussi, vous recevez des rétroactions en temps réel. Comment est-ce que vous avez réussi, le nombre de points que vous avez gagnés. C'est vraiment très important pour vous permettre de vous améliorer lorsque vous faites votre réadaptation avec les jeux sérieux. Et quoi de plus motivant que de recevoir des récompenses? C'est prouvé que lorsqu'on reçoit des récompenses, on maintient la motivation sur de long terme. Vous jouez, vous avez des points, vous avez des encouragements oraux, des encouragements verbaux qui vous poussent, ça donne du plaisir, ça vous pousse à aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Parfois, vous vous oubliez parce que, vous savez, on a tous envie de gagner. Et plus on gagne, plus on a envie d'aller encore, de faire des efforts pour gagner. Voilà, concrètement, c'est quoi mon projet? Imaginez donc une réadaptation. Imaginez une réadaptation qui ressemble à un jeu. Et vous allez réapprendre à pédaler votre vélo à travers des paysages virtuels, en bougeant les jambes, en bougeant les mains. Et au même moment, vous portez une montre connectée au niveau des poignets qui mesure comment votre bras bouge, comment votre cœur réagit. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'intelligence artificielle, vos progrès seront suivis en temps réel, en combinant les données enregistrées par vos montres connectées, également en tenant compte également de vos performances de jeu, sans oublier vos objectifs, vos besoins et vos préférences, parce que, comme je disais tantôt, chaque personne ayant subi un AVC est unique. Il faut donc tenir compte de tous ces éléments pour aller rendre la réadaptation personnalisable. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, tous ces éléments seront pris en compte. Et l'IA va aller donc sélectionner les jeux qui sont adaptés pour chaque patient pour la séance suivante. C'est vraiment idéal pour avoir une quantité suffisante de réadaptation en clinique, mais aussi pour aider ceux-là qui n'ont pas accès à la réadaptation, qui vont pouvoir l'utiliser à domicile de manière autonome. Peut-être que vous vous demandez, mais comment ça fonctionne, ces jeux? Nous sommes au début de notre projet, mais nous avons déjà réfléchi à comment nous allons tester cette technologie-là. Nous allons inviter les personnes qui ont fait des AVC, mais aussi les professionnels qui s'occupent d'eux, à venir utiliser notre technologie pendant quelques semaines. Et ensuite, nous allons leur poser des questions, à savoir ce qu'ils pensent de notre technologie. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que ça donne vraiment du plaisir? Et également, nous allons nous asseoir avec eux, voilà, pour discuter clairement. Et ensuite, nous allons analyser nos données et publier les résultats, parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir une belle idée, mais c'est aussi de prouver que ça fonctionne. Nous pensons qu'avec cette étude, nous allons aboutir aux résultats suivants. Comprendre les éléments qui rendent l'utilisation de la technologie facile ou difficile en clinique et à domicile, comprendre les différents éléments de personnalisation de la réadaptation avec l'intelligence artificielle, mais aussi nous allons avoir des premiers résultats, des données préliminaires sur l'utilisation combinée de ces technologies-là. Avant de conclure, j'ai une question pour vous. Combien de personnes ont été hospitalisées pour un AVC pendant ma présentation? 2 personnes. En 12 minutes de présentation, 2 personnes ont été admises pour un AVC. C'est énorme. Imaginez en une journée, en 1 mois, en 12 mois. Alors, en conclusion, j'aimerais donc dire que derrière chaque technologie que nous utilisons dans cette étude, nous avons une seule mission. C'est d'aider ces personnes-là à retrouver leur autonomie et reprendre à pédaler leur vélo. Un geste à la fois. Merci. En tout cas, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui a été hospitalisé pour un AVC pendant ta présentation. Mais est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour Fatimata? Donc, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai une question qui va peut-être être plus technique. En fait, tu as bien mentionné que la maladie est très hétérogène, les conséquences sont très hétérogènes. Et donc, le traitement ou la réadaptation va être très personnalisé selon les conséquences sur la personne. Comment pensez-vous analyser les données? Parce que j'imagine que ça va être très différent à travers les patients, en fait. Oui, en fait... la réadaptation va être vraiment, on pense, pouvoir personnaliser la réadaptation pour les patients. Mais les données
Ça dépend de l'objectif de l'étude. On a quand même plusieurs objectifs, mais on va pouvoir analyser les données de manière groupée. Il est possible aussi qu'on analyse les données de manière individualisée. Ça dépend de la méthode qu'on va utiliser. Mais de ce côté, nous ne pensons pas que ça va être vraiment un problème de pouvoir analyser les données pour tout le monde. Parfait, merci. Déjà, félicitations, super présentation. En fait, je voyais comme les vidéos et ça me semblait tellement futuristique. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez fait ces vidéos? Qu'est-ce que les patients pensent quand ils jouent ces jeux? Je suis très intéressée. Oui. La plupart des vidéos qui montrent les jeux sérieux ont été filmées dans le projet Ensemble. C'est un projet à l'IRDPM qui utilise la technologie pour la réadaptation des personnes qui ont vraiment différentes sortes de handicaps, des lésions neurologiques, des amputations. Et donc, ces vidéos ont été faites dans le cadre de ces projets-là. Donc, chaque mardi et chaque jeudi, les patients de l'IRDPM viennent utiliser la technologie et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait des vidéos pour vous présenter ce soir, pour vous montrer à quoi ressemble notre projet. Bravo, c'était une super présentation. Petite question, est-ce que vous avez des partenaires de l'industrie des jeux vidéo? Oui, bien sûr. On a des industries québécoises qui travaillent en collaboration avec nous. Et les jeux vidéo que vous voyez ont été faits par ces entreprises-là. Et c'est vraiment un travail collaboratif qu'on fait ensemble. Merci beaucoup pour la présentation. Je me pose une question. Je vois que pour le support que vous avez, c'est comme un genre de suivi par caméra des mouvements des gens là, pour le jeu. Mm-hmm. J'ai vu beaucoup d'images de casques de VR. Est-ce que vous imaginez d'autres supports plus justement vers la réalité virtuelle ou d'autres trucs un peu plus avancés ou ça va être plus du suivi par caméra comme c'est dans les vidéos? Avec la... par exemple, les casques. Non, en fait, on utilise des jeux sérieux sous forme de réalité virtuelle. Ce sont des jeux sur ordinateur. Et donc, il y a un des jeux qui utilise la caméra de l'ordinateur pour capturer le patient et ensuite le jeu peut commencer. On utilise également la Kinect, mais sont en train de laisser tomber parce qu'on pense que c'est déjà dépassé. On utilise également les casques virtuels que vous voyez, mais c'est vraiment un mélange de technologies. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Avez-vous considéré des techniques de motivation, un peu comme les applications du style Duolingo? Ouais. C'est une belle question. Oui, oui, je pense qu'on n'a pas... on va réfléchir aussi comment intégrer d'autres types de motivation. Ce que nous pensons déjà, c'est que le jeu aide le patient, maintient la motivation du patient par les récompenses, ça aide vraiment le patient à maintenir sa motivation. Mais oui, c'est vraiment une très belle question. On peut vraiment l'intégrer pour encore augmenter la motivation du patient. Merci. Oui. Super, bien, merci beaucoup Fatimata. Je peux vous donner une bonne main d'applaudissements. Donc, c'est déjà le temps de notre dernière présentation qui a pour titre « Bouger pour deux, l'activité physique, l'allié d'une grossesse en santé ». Donc, elle nous est présentée par Sarah Lambert-Roy, qui est étudiante au doctorat en biochimie à l'Université de Montréal. Elle est passionnée de biologie, elle aime partager ses découvertes et vulgariser la recherche. Elle s'intéresse aussi aux mécanismes moléculaires impliqués dans le développement des pathologies comme la prééclampsie. Donc, désolée, changement de page. Son projet de recherche explore l'impact bénéfique de l'exercice physique sur les complications gestationnelles. Accueillez-la avec beaucoup d'applaudissements.
Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous aurez compris avec mon titre, aujourd'hui, je vais vous parler de grossesse, mais plus spécifiquement de l'activité physique durant la grossesse. Je vais toucher aussi les complications gestationnelles dont fait partie la prééclampsie. Et puis, je vais vous parler aussi de la prise de masse grasse durant la grossesse qui, vous allez voir un petit peu plus tard, est normale et essentielle durant la grossesse. Donc, voici Zara, qui est maintenant rendue enceinte. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la grossesse, c'est un stress important pour la femme, pour l'individu enceinte. Donc, on va avoir des changements qui vont être majeurs, qui vont se produire durant la grossesse. Donc, on peut penser aux changements cardiovasculaires. Donc, on va avoir une augmentation du volume sanguin pour venir favoriser le bon développement des nouveaux organes qui se créent, donc le placenta, le fœtus. On va avoir aussi des changements psychologiques, donc certains individus qui vont ressentir du stress, de l'anxiété face à la grossesse. Des changements endocriniens, donc on peut avoir une augmentation, en fait, on a une augmentation de l'estrogène et de la progestérone pour le développement du fœtus. Et on a aussi des changements métaboliques, donc une prise de masse grasse durant la grossesse. Donc, la grossesse est une épreuve physiologique importante qui peut révéler les vulnérabilités du corps, c'est-à-dire que les individus qui ont des conditions sous-jacentes pathologiques, connues ou inconnues, peuvent faire en sorte que ces individus-là vont être plus à risque de développer des complications gestationnelles. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de la prééclampsie. Donc, la prééclampsie, c'est une complication hypertensive gestationnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la pression artérielle. Donc, durant la grossesse, on va avoir une pression artérielle élevée. Et on va avoir aussi l'atteinte à un ou plusieurs organes qui peut se manifester par des protéines dans les urines qu'on appelle protéinurie, donc une atteinte au niveau des reins, maux de tête, de l'éodème, une atteinte au niveau du foie. Donc, vraiment plusieurs possibilités pour que ça soit considéré une prééclampsie. Et tout ça doit être présent après 20 semaines de grossesse. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque pour la prééclampsie. Donc, on a le diabète, que ce soit le diabète de type 2, qui est un type de diabète qui survient avant la grossesse, ou encore le diabète gestationnel, donc pendant la grossesse. L'obésité, l'âge maternel avancé. Donc, au Canada, l'âge maternel avancé, c'est plus de 35 ans. L'hypertension chronique, c'est-à-dire une pression artérielle qui va être élevée avant 20 semaines de grossesse. L'inactivité, donc des personnes qui ont un mode de vie moins actif, plus sédentaire, vont être plus à risque de développer la prééclampsie. Et la diète aussi peut jouer un rôle dans le développement de la prééclampsie. Donc, au niveau de la prévalence, c'est 6 à 8 % des grossesses qui vont être atteintes de la prééclampsie au Canada. Et dans 21 % des cas, on va assister à un décès maternel et dans 14 % des cas, à un décès infantile. Donc, vous comprendrez que, encore aujourd'hui, en 2025, c'est l'une des principales causes de mortalité maternelle / infantile au Canada. Et malheureusement, il n'y a aucun traitement pour la prééclampsie. Donc, nous, dans le laboratoire de Dr. Julie Lavoie, on est un petit peu plus spécialisé dans les bienfaits de l'activité physique. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de bienfaits qui sont déjà connus, surtout chez des individus qui sont non enceintes. Donc, on peut compter, par exemple, la prévention de diverses maladies chroniques, que ce soit le diabète de type 2, syndrome métabolique, l'obésité. On sait aussi que ça promouvoit un environnement anti-inflammatoire. Et ça me mène donc à un petit sondage express que je voulais vous poser. Donc, qui ici a déjà pensé ou peut-être pense encore aujourd'hui que l'activité physique peut être néfaste pour maman et bébé durant la grossesse? Je vais lever la main parce que j'ai déjà pensé ça. Il n'y a personne? Ah, OK, une autre personne. Bon, je n'étais pas seule. Donc, je vous apprends aujourd'hui que l'activité physique est bénéfique durant la grossesse. Donc, nous, plus spécifiquement dans notre laboratoire, ce qu'on a démontré auparavant, c'est que l'activité physique réduit la prévalence de complications de désordre hypertensif gestationnel. Excusez-moi, il y a une petite erreur ici, il manque un petit S. On a démontré aussi que ça prévient presque entièrement les symptômes de la prééclampsie dans un modèle de souris. Donc, selon l'American College of Obstetrics and Gynecology, il est recommandé chez les femmes enceintes de pratiquer 150 minutes d'activité physique par semaine d'une intensité modérée. Donc, on sait que la grossesse peut apporter son lot de difficultés. On sait que pendant le premier trimestre, on peut avoir des nausées. Et plus la grossesse avance, plus on a des changements corporels, donc, qui peuvent faire en sorte qu'on va être moins active. Donc, bien évidemment, des petits gestes peuvent vraiment faire la différence, que ce soit de
stationner sa voiture un peu plus loin à l'épicerie pour marcher un petit peu plus ou utiliser des transports actifs pour se rendre au travail, ça peut vraiment faire la différence. Donc, bien évidemment, l'activité physique a les bienfaits classiques sur la graisse, ou qu'on appelle dans la communauté scientifique tissu adipeux. Donc, on sait que l'activité physique permet de réduire la prise de masse grasse chez les individus non enceintes. Mais chez les individus enceintes, nous, on a démontré en fait que ça permet de limiter la prise de masse grasse. Donc, le mot « limiter » est bien important ici parce que la prise de masse grasse est normale durant la grossesse et essentielle pour maman et bébé. Donc, la graisse ou le gras est plus communément connu pour sa fonction de base qui est de stockage de l'énergie. Donc, les graisses vont venir accumuler des lipides, qui est un substrat énergétique. Mais plus récemment, dans les dernières années, la communauté scientifique s'est un petit peu plus penchée sur son rôle plus actif. Donc, on a découvert en fait que le gras peut produire et relâcher diverses molécules dans la circulation qui vont impacter le métabolisme général. Donc, on sait maintenant notamment qu'il peut influencer tout ce qui est sentiment de satiété, donc de la faim. On sait aussi qu'il peut sécréter des molécules qui vont impacter l'inflammation. Donc, on peut penser, par exemple, lors de diabète de type 2 ou l'obésité, on va avoir une inflammation systémique et le gras peut contribuer à cet effet-là. Donc, chez des individus non enceintes, la principale molécule qu'on va utiliser pour l'énergie, c'est le sucre, qu'on appelle le glucose. Mais on peut utiliser, comme je viens juste de dire, les lipides qui sont accumulés dans les graisses aussi dans des événements clés, par exemple lors d'un jeûne prolongé ou encore lors d'activités physiques prolongées. Et on pourrait comparer ces substrats énergétiques-là ou molécules énergétiques-là, excusez-moi, comme de l'eau qu'on donne à des plantes ou encore à du gaz qu'on donne à notre voiture. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet de fonctionner et de donner de l'énergie à nos cellules. Donc, il va y avoir des changements majeurs qui vont se produire lors d'une grossesse. Donc, évidemment, plus la grossesse avance, plus le fœtus grandit et plus son besoin en énergie va être grand. Lui, en fait, son substrat énergétique principal, ça va être le sucre, donc le glucose. Et donc, vous allez donc comprendre que plus la grossesse avance, plus le glucose va être détourné de la circulation maternelle vers le bébé. Et donc, pour compenser, bien, la maman, elle, va commencer à stocker de plus en plus de lipides dans son gras, en fait. Et puis, c'est vers le troisième trimestre qu'elle va utiliser abondamment ces lipides-là qui ont été accumulés. Et le bébé va aussi se servir de ces lipides-là pour des fonctions vitales comme le développement cérébral. Donc, moi, dans le laboratoire, j'utilise un modèle murin de prééclampsie qui est soumis soit à une sédentarité avant et pendant la grossesse, ou encore à un accès à une roue d'exercice volontaire avant et pendant la grossesse. Et le mot volontaire ici est très important parce que, évidemment, on force aucunement les souris à faire de l'exercice. C'est des animaux qui adorent faire de l'exercice. Donc, vous allez voir ici, c'est une roue qui est accessible dans leur cage. Elles vont vraiment, quand elles veulent, à leur capacité. Et aussi surprenant que ça a l'air, elles font jusqu'à 10 km lors de leur période d'activité avant la grossesse, ce qui est vraiment très impressionnant pour un petit animal. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que dès la première journée de grossesse, elles vont diminuer de moitié leur activité physique. Donc, elles vont faire environ 5 km et elles vont diminuer progressivement leur niveau d'activité physique jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, voici un petit graphique résumé de mon projet de maîtrise. Donc, tout simplement, ce que je veux vous montrer ici, c'est la ligne noire juste ici qui représente les souris qui ont de la prééclampsie. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'à la fin de la grossesse, les souris avec prééclampsie ont moins de masse grasse comparativement aux souris avec grossesse normale, qui est la ligne grise. Donc, ici, ça peut avoir l'air positif, mais comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, la prise de masse grasse est normale et essentielle durant la grossesse. Donc, on pense en fait qu'une altération au niveau du métabolisme énergétique pourrait contribuer au développement de la prééclampsie. Donc, avec mon projet de doctorat, ce qu'on veut faire, c'est comprendre la gestion et l'utilisation de substrats énergétiques, donc le glucose et les lipides. Et tout ça dans un but d'étudier les mécanismes moléculaires qui pourraient expliquer l'altération du métabolisme énergétique dans la prééclampsie.
dans un but ultime de trouver des marqueurs moléculaires qui permettront de détecter avant 20 semaines de grossesse la prééclampsie. En fait, on pense que le gras, c'est comme une petite pépite d'or qui va vraiment nous permettre d'aller chercher facilement, de façon non invasive, un petit échantillon et qui va nous permettre, en fait, de dépister, peut-être même de traiter la prééclampsie. Donc, j'aimerais remercier tout mon laboratoire et tout le monde qui sont présents aujourd'hui ici à cet événement. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Sarah? Merci beaucoup pour ta présentation. C'est super agréable de t'entendre parler de grossesse. Je travaille beaucoup auprès des femmes, des femmes adolescentes, des mères adolescentes. Puis je sais que la grossesse chez les mères adolescentes est vécue très, très différemment de mères adultes. Est-ce que vous pensez recruter des mères adolescentes dans votre échantillon ou est-ce que vous allez principalement vous attarder à des mères adultes? Donc, moi, je travaille avec des souris. Donc, sont pas adolescentes. Donc, pour répondre à la question, non. Mais dans mon laboratoire, j'ai un collègue qui est ici présent aujourd'hui, donc kinésiologue, qui fait un projet clinique avec des femmes et il va toucher une population autochtone et justement, l'âge qu'il recrute, c'est à partir de 14 ans, qui est un âge assez bas, parce qu'on sait qu'en fait, un âge élevé, donc l'âge maternel avancé et l'âge maternel plus bas aussi, a un effet sur les risques de complications gestationnelles, mais à part de ça, moi, c'est plus les souris, ma spécialité. Je m'excuse pour la confusion. J'ai manqué toute la partie souris. Ben correct. C'est moi qui tournais dans ma tête. Je pensais à des... C'est bien correct. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore. Ça fait plaisir. Merci pour la présentation. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a 2 présentations qui s'adressent à la santé des femmes ce soir, en cette semaine des droits de la femme. Je veux juste le souligner un petit peu. Et vous dire, la fin de ta présentation, j'ai manqué, tu vas prendre l'échantillon de gras où on dirait que j'ai manqué ce bout-là de la présentation. Vous n'avez pas manqué. Je pense que c'est juste pas super bien expliqué. OK, bien, je te donne la chance là, d'y revenir. Oui, ben allons-y. Alors, c'est sûr que c'est vraiment pas un projet qui est court terme, même pas moyen terme, mais en fait, on pense que, un peu comme la liposuction, là, c'est très répandu là, chez la population. On pense qu'on va pouvoir facilement aller chercher un petit échantillon de gras sous-cutané chez ces femmes-là pour pouvoir justement aller chercher les marqueurs moléculaires qu'on est en train de tester en ce moment pour pouvoir dépister. Parce que, tu sais, évidemment, on sait que classiquement, la prééclampsie, ça atteint tout ce qui est le système vasculaire et autres. Mais, tu sais, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher un échantillon de vaisseau sanguin. Fait on pense que le gras, ça va être un petit peu plus facile, puis on va vraiment pouvoir aller, justement, dépister, puis peut-être même traiter la prééclampsie. C'est comme, donc, si le type de gras que tu vas retrouver chez certaines femmes va avoir des caractéristiques différentes qui vont être prédictives d'une prééclampsie, mais là, des souris pour commencer. Mais le gras des souris enceintes va te permettre de trouver s'il y a des marqueurs dans le gras que tu vas prélever. Oui, exactement. Puis nous, en fait, moi, plus spécifiquement, je regarde 2 types de gras. Donc, le gras sous-cutané, comme j'ai parlé, et le gras viscéral, qui est comme plus profond, on veut dire. Puis on sait en fait que ces 2 types de gras-là ont des fonctions très différentes. On sait que le gras viscéral, qui est beaucoup présent avec l'obésité, est beaucoup plus actif, beaucoup plus inflammatoire et contribue activement au développement de maladies. Donc, on veut vraiment regarder au niveau de ces 2 types de gras-là et venir voir justement là, si ça peut contribuer. Ouais. Allô? Merci pour ta présentation. Dans ton dernier graphique, si je l'ai bien compris, tu avais des souris avec prééclampsie. Oui. Comment est-ce que vous provoquez la prééclampsie chez les souris? C'est une bonne question. En fait, c'est des souris qui sont doubles transgéniques. Là, mon Dieu Seigneur, je vais rentrer dans une conversation qui va être vraiment très scientifique. Là, moi, je comprends, mais peut-être OK, es-tu en biologie, mettons? Oui. OK, parfait. Donc, est-ce que tu connais le système rénine-angiotensine? Oui. Parfait. Donc, pour les gens qui s'y connaissent moins, c'est un système qui vient contrôler, réguler la pression artérielle. Et nous, on a, on pourrait dire, implanté 2 gènes humains de ce système rénine-angiotensine-là et qui fait en sorte qu'elles ont une pression artérielle qui est élevée. OK. Ouais. Merci. Je m'excuse. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Non, c'est ça. Je m'en doutais un peu.
Oui, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose au début de la présentation, mais est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la prééclampsie? On va y revenir. Voilà. OK. Donc, pression artérielle élevée. Puis, oui. ben, le plus classique de la maladie, c'est la protéinurie, donc les protéines dans les urines, mais comme j'ai dit, plusieurs atteintes. Là, ça peut être maux de tête, atteinte au niveau du foie. Puis voilà. Puis ça peut-tu amener des complications? J'imagine que ça peut amener des complications, puis être dangereux pour la mère et le bébé. Oui, donc c'est la principale cause de mortalité maternelle et infantile. Et on sait aussi que ça a des conséquences à long terme sur la maman. Donc, elles sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires plus tard. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. J'avais manqué ce bout. Les nombres dans la page, c'est des décès par année, Cendrillon, c'est quoi? 81, 37, 121, 44? Très bonne question. Je peux pas répondre à la question, par contre. Allô, merci pour ta présentation. Tu as montré que les femelles qui avaient une prééclampsie, elles auraient comme moins de gras, puis c'est potentiellement délétère pour elles. Ouais. Puis tu as dit que tu avais comme différents groupes de femelles qui faisaient de l'exercice ou faisaient pas de l'exercice. Ouais. Est-ce que ça avait un impact justement après sur cette quantité de gras? Oui, donc en fait, je vais revenir à mon graphique. Pas trop parler de l'effet de l'exercice, mais on peut voir qu'avec l'exercice, on a une normalisation de la prise de masse grasse. On a encore cette augmentation-là, comme je disais, qui est normale et essentielle durant la grossesse, mais on a une normalisation entre nos groupes de grossesse normale et grossesse prééclamptique. Donc, quand tu veux dire normalisation, c'est que là, le taux de graisse augmenterait? Le taux de graisse est similaire entre nos groupes de prééclampsie et non prééclampsie. Mais il est plus élevé que celles qui font pas de sport, enfin qui font pas de marche, de c'est dos. ça. Ouais. OK. Ouais. Ça paraît contradictoire. On se dit, on fait plus de sport puis on a plus de gras. Ah non, excuse-moi. Ben, quand elles font du sport, elles ont moins de gras. Elles ont quand même cette accumulation-là, mais moins prononcée que chez les femelles qui sont sédentaires. D'accord. OK. Merci. Super. Mais merci beaucoup, Sarah, pour ta présentation. De toute façon, si vous avez d'autres questions, à la fin, là, les présentatrices vont rester, donc vous pouvez aller les voir directement, leur poser vos questions pour jaser avec elles, si vous en avez d'autres. Donc, c'est ce qui clôt la fin de cette belle soirée. J'aimerais d'abord vous remercier d'avoir été là ce soir. Sans public, la vulgarisation scientifique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, merci d'avoir été présent. Je peux vous applaudir. Ouais. J'aimerais aussi remercier nos présentatrices de ce soir, donc Anne, Josée, Fatimata et Sarah. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment super. Merci aussi à nos super bénévoles Bistro Brain qui travaillent fort d'événement en événement pour qu'on puisse passer des belles soirées ensemble. Ce soir, on accueille d'ailleurs 2 nouvelles bénévoles, Lucille en avant et Barbara. Sinon, il y avait aussi Cécile à l'accueil et aux questions, Justine à la captation, Zacharia à la console de son et à la projection. Donc, on peut les applaudir. Une bonne main d'applaudissements aussi pour le pub L'Île Noire qui nous permet de passer une belle soirée ici puis qui nous accueille avec de la bonne bouffe et de quoi à boire à chaque événement. Merci à Mathias en cuisine et... Rappelle-moi ton nom. William. Merci, William. Désolée. Puis merci une dernière fois à nos collaborateurs, le CRIR et le CMDO, sans qui ça n'aurait pas pu être possible ce soir. Merci vraiment beaucoup. Donc, pour bien terminer cette soirée, c'est maintenant l'heure du quiz. Donc, je vous inviterai là, à scanner le code QR derrière moi. On va vous laisser là, un petit 10 minutes là, pour répondre. Et ensuite, on va donner des prix. Donc, voilà.